Nguessan du service des sports de la RTI qui nous rejoindra. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et avec la participation du CAD qui a lieu aujourd'hui ici à Abidjan sur la crise malienne. Cette réunion se tient à l'hôtel Ivoire. Elle est présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet extraordinaire. Les présidents sierra-léonais Nesbaye Kourouma, Tchadien Idriss Déby Itno, le président ghanéen John Dramani Mahama, le président par intérim du Mali Dioncounda Traoré, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Goodluck Jonathan du Nigeria, Macky Sall du Sénégal, le président de la Guinée-Bissau, Namadjo Cherifo, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Guinée-Conakry, du Libéria et le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. À l'ouverture de ce sommet, le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a dit que le sommet se tient dans un contexte particulièrement grave avec l'occupation du nord du Mali par des terroristes. Nous écoutons le chef de l'État ivoirien. Au moment où notre sous-région fait face à son plus grand péril sécuritaire et humain, je salue la détermination de la communauté internationale, en particulier l'engagement et le soutien de la France, qui a empêché la conquête d'un État, de son territoire, de son peuple, de ses institutions et de sa souveraineté par un véritable consortium terroriste. Dans ce combat contre le terrorisme et le narcoterrorisme, la France est aux côtés de l'Afrique à la demande du président Dioncounda Traoré et de la CEDEAO en application des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et bien évidemment en application également de la demande de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, notre présence ici en dit long sur le chemin parcouru et sur la gravité de la situation actuelle au Mali depuis la brusque accélération des événements qui ont suivi la décision unilatérale des terroristes d'entreprendre leur marche sur Bamako. L'intervention militaire et le cours actuel des événements au Mali nous ont été imposés au moment où tous nos efforts étaient tournés vers une solution politique entre les parties maliennes dans le cadre des discussions de Ouagadougou, d'Alger et de la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà de l'urgence, l'action de la France nous renseigne sur la responsabilité des grandes puissances et sur la mise en œuvre de solidarité internationale quand survient une menace contre la paix et la sécurité internationale, qu'elles ont la charge de préserver conformément à la Charte des Nations Unies. Elle nous interpelle également sur notre capacité en tant que sous-région et continent à faire face au terrorisme dont la manifestation au Mali n'est qu'un échantillon de sa capacité de déstabilisation. Après le président en exercice de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, est aussi intervenu. Pour lui, la crise malienne est une crise qui concerne l'ensemble de la sous-région, au-delà le monde entier, parce qu'il s'agit de terrorisme. Il salue donc la coopération internationale pour la résolution de cette crise. Nous l'écoutons. Engageant dans cette guerre qui nous est imposée par les groupes terroristes et leurs alliés, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale se sont engagés pour la défense de la liberté, de la paix, de la sécurité, de la dignité humaine contre la barbarie et l'obscurantisme. Je salue ici la mémoire de toutes les victimes du conflit. Pour que leur sacrifice ne soit pas vain, il faut empêcher qu'un sanctuaire des terroristes ne soit établi dans la partie nord du Mali. L'heure est maintenant venue pour la concrétisation de cette démarche à travers notamment l'accélération de la mise en œuvre intégrale de la résolution 2085. Cette mise en œuvre est assortie de défis majeurs car au-delà des aspects opérationnels, il faudra revisiter le processus de transition
dont la période d'1 an tire à sa fin. La présente session offre donc l'opportunité de donner des perspectives nouvelles en ce sens. À cet égard, le rapport exhaustif que j'aurai l'honneur de présenter, y compris sur la Guinée-Bissau, ainsi que les conclusions des travaux du comité des chefs d'état-major et du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, qui seront soumises à la haute appréciation de votre auguste Assemblée, fourniront des éléments d'appréciation. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a confirmé pour sa part que la France sera toujours aux côtés de la CEDEAO et de l'Union africaine pour lutter contre le terrorisme, et l'Union européenne va apporter son appui à cette intervention. Nous sommes aux côtés du Mali, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous sommes, je crois, restés fidèles à la demande du Mali, de la CEDEAO, de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies. L'opération, baptisée Serval, n'a pas vocation à se substituer à l'action de la MISMA. Bien au contraire, la France a pour objectif de permettre l'application pleine et entière des résolutions des Nations unies et donc le déploiement le plus rapide possible de la MISMA et des initiatives de soutien qui l'accompagnent, en particulier la mission européenne de formation appelée EUTM. En attendant que la force africaine se déploie le plus vite possible, et c'est l'objet de notre réunion, l'armée française aide l'armée malienne à arrêter l'offensive des terroristes et elle s'attache à affaiblir leur potentiel, notamment en visant leurs bases logistiques. Nous avons prévu à terme d'engager environ 2500 de nos soldats. Je veux remercier, comme cela a été fait, tous les pays européens et non européens qui ont bien voulu déjà fournir un appui. Le communiqué final de ce sommet extraordinaire sur la résolution de la crise malienne et la situation sociopolitique en Guinée-Bissau est prévu pour cet après-midi. Avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, a reçu successivement le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le président du Niger et l'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, en qualité de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Jérôme Kofi, à Boulin. Rencontre préliminaire avant l'ouverture des travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali ce samedi 19 janvier 2013 avec le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Se sont succédés pour échanger avec le chef de l'État ivoirien, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, le président nigérien Mahamadou Issoufou et l'ex-président burundais Pierre Buyoya. Celui-ci en tant que haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Je voudrais, avant l'ouverture du sommet, indiquer au président de la République, qui est en même temps président en exercice de la CEDEAO, ce que l'Union africaine est en train de faire pour accélérer le déploiement de la MISMA. Il y a des choses qui reviennent à la CEDEAO, il y a des choses qui reviennent à l'Union africaine et il est important qu'il y ait une coordination dans les responsabilités des uns et des autres. La présence du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres invités, s'inscrit dans le cadre de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur l'évaluation de la situation sécuritaire au Mali. Hier soir, les chefs d'État africains venus participer au sommet sur la résolution de la crise malienne et la situation sociopolitique en Guinée-Bissau ont été reçus à dîner par le chef de l'État ivoirien, Alexis Ouedraogo.
Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sur les bords de la lagune ébriée, vendredi soir à leur arrivée dans la capitale économique ivoirienne en prélude à la rencontre de l'institution sous-régionale, les présidents de la CEDEAO ont été reçus en dîner par le président Alassane Ouattara. Tour à tour, les présidents du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Nigeria, de la Guinée, du Ghana, du Sénégal et du Niger. Les autres étaient attendus pour ce matin où s'est ouvert à l'Hôtel Ivoire la rencontre en présence du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Parlons toujours de la crise malienne. Les militaires maliens affirment avoir repris le contrôle total de la ville de Kona dans le centre du pays. Par ailleurs, les premiers soldats nigérians et togolais de la force ouest-africaine sont déployés et ils sont arrivés à Bamako. 6 jours après le début de l'intervention française au Mali, les premières troupes africaines de la mission internationale de soutien au Mali sont arrivées à Bamako. Les Nigérians et les Togolais ont été les premiers jeudi à fouler le sol malien. Des petits contingents venus en éclaireur pour régler les problèmes logistiques. 2000 soldats africains sont attendus d'ici le 26 janvier, mais cette force ne sera pas opérationnelle avant plusieurs semaines. Avec 900 hommes, le Nigeria formera le plus gros contingent de la CEDEAO. Ce sont les premiers soldats du contingent nigérian. Nous en attendons beaucoup plus d'ici une semaine. À la fin de la semaine prochaine, l'essentiel, sinon l'ensemble des soldats nigérians sera présent ici sur le terrain. On n'envoie pas tout de suite l'ensemble des troupes. C'est l'élément précurseur qui arrive avec un certain nombre d'équipements. Donc il prépare le terrain, si vous voulez, pour le déploiement du gros de la troupe. Même s'ils ne pensaient pas envoyer des troupes aussi rapidement, l'ensemble des États de la CEDEAO accélèrent leur déploiement au Mali. Le Togo, le Burkina, le Sénégal et le Niger ont promis 500 hommes, le Bénin 300 et le Ghana 120. Le Tchad annonce également l'envoi de 2000 soldats, une aide qui pourrait s'avérer précieuse car les Tchadiens sont des soldats aguerris, habitués au combat dans le désert. À terme, c'est près de 5000 soldats africains qui aideront à sécuriser les villes reprises aux djihadistes. Au Mali, les djihadistes sont surarmés. Mais avec les frappes de l'armée française, nous pensons que leur potentiel est diminué. Et la formation, l'aguerrissement que nous avons eu, nous sommes sûrs que nous pouvons intervenir efficacement sur le terrain. En attendant, la France continue de renforcer ses forces au Mali pour aider l'armée malienne à déloger les groupes islamistes armés de la ligne de front. Avec l'arrivée des troupes africaines, l'objectif est de sécuriser de manière durable l'ensemble de la zone sahélienne. Autre information à l'occasion d'une opération policière conjointe de la Côte d'Ivoire et du Ghana, M. Charles Blegoudé a été appréhendé le jeudi 17 janvier 2013. Il est actuellement détenu en Côte d'Ivoire par les services de la police ivoirienne dans le cadre de la poursuite des procédures judiciaires déjà ouvertes contre lui en Côte d'Ivoire. Revenons sur la visite officielle du chef de l'État en Allemagne. Il a reçu les ambassadeurs africains en Allemagne. Au menu de la rencontre, le développement de l'Afrique, nous dit Awa Touré. L'Afrique aujourd'hui sort de l'ombre au plan économique et le continent, selon le doyen du corps diplomatique africain, est confronté à des défis nouveaux. Le groupe des ambassadeurs africains accrédités en République fédérale d'Allemagne est donc venu voir le président de la République Alassane Ouattara pour bénéficier de ses conseils dans la conduite de leur mission. Excellence, Monsieur le Président de la République, président en exercice de la CEDEAO, c'est pour nous un honneur et une joie immense à chaque fois qu'une de nos autorités est de passage à Berlin. C'est l'occasion pour nous de nous ressourcer et de puiser l'énergie nécessaire pour nos activités en tant que diplomate. L'ambassadeur du Mali en Allemagne, sensible aux efforts de la CEDEAO pour ramener la paix dans son pays, a salué le président Alassane Ouattara. Je voudrais tout simplement exprimer un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les Maliens ont apprécié et continuent d'apprécier le leadership et l'engagement de M. le Président de la République pour régler cette crise qui nous frappe et exprimer en même temps
la confiance du Mali, Monsieur le Président. Nous continuons à vous faire confiance auprès de votre frère et médiateur dans cette crise pour nous aider à régler définitivement cette crise. Le président Alassane Ouattara a pour sa part fait le point de son séjour en Allemagne aux diplomates africains avant d'ajouter que c'est dans l'union et la solidarité que l'Afrique va avancer. Pour la suite de la visite du président de la République Alassane Ouattara à Berlin, le chef de l'État a été reçu à l'Institut allemand des relations internationales, occasion pour lui de plaider pour une meilleure représentation de l'Afrique dans les institutions de Bretton Woods. On reste toujours avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire, la CEDEAO, l'Afrique, ma vision. C'est autour de ce thème que le président de la République, Alassane Ouattara, a communiqué aux membres de l'Institut allemand des relations internationales, un groupe de pression, sa foi en l'Afrique, un continent à opportunités. Parlant de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a relevé les indicateurs qui montrent que le pays se porte bien après plusieurs années de crise. La situation économique est bonne. La croissance est à un niveau élevé, le taux d'inflation est faible. L'allègement de la dette grâce à l'initiative Pays pauvres très endettés nous a permis de ramener le taux d'endettement à moins de 20%. Et les possibilités de financement sont importantes puisque la dernière réunion des bailleurs de fonds nous a permis de recueillir plus de 6 milliards d'euros d'engagement, alors que nos prévisions ne demandaient que 3 milliards. C'est dire que la confiance des privés, des bailleurs est revenue en Côte d'Ivoire. Nous allons développer à nouveau une classe moyenne, car c'était le cas il y a 30 ans en Côte d'Ivoire, une classe moyenne importante, et ce qui donnera des perspectives de modernisation de la société et d'installation de la démocratie. Président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État n'a pas manqué de révéler ses ambitions pour la sous-région ouest-africaine à travers de grands chantiers qui vont être lancés. Il s'agit entre autres des projets d'interconnexion électrique, d'infrastructures routières et ferroviaires qui vont relier les capitales ouest-africaines en vue d'acheminer les matières premières. Mais ces ambitions sont contrariées par les différentes crises dans la région qu'il faut gérer. Le continent en tant que tel a un très grand potentiel. L'Afrique a un taux de croissance moyen aujourd'hui de plus de 5%. J'ai une vision optimiste pour le continent africain. C'est un continent qui est en pleine croissance, un continent qui se démocratise, un continent où l'état de droit est respecté de mieux en mieux, même si ici et là nous avons encore des guerres fracticides ou des conflits. Membre de l'UEMOA, de la CEDEAO, du Conseil de l'Entente et de l'Union du fleuve Mano, la Côte d'Ivoire, selon le président Alassane Ouattara, est un pôle de développement régional avec d'énormes potentialités. Pour lui, investir en Côte d'Ivoire, c'est toucher un marché régional de plus de 85 millions d'habitants. Autre aspect de l'actualité ivoirienne, la rencontre entre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et le Front populaire ivoirien a eu lieu hier après-midi. Elle s'inscrit dans le cadre du dialogue républicain initié par le gouvernement ivoirien. Un groupe de travail composé de personnalités issues des deux entités a été mis sur pied. Plus de détails avec Alexis Ouedraogo. L'une des rencontres les plus attendues cette semaine dans la capitale économique ivoirienne, c'est le Front populaire ivoirien gouvernement. La réunion s'est tenue vendredi à la primature au plateau. L'information annonçant l'arrestation du leader de la jeunesse patriotique Charles Blé Goudé n'a pas émoustillé la volonté de dialogue du parti. Qu'on nous dise qu'il a été arrêté, bon, nous disons écoutez, c'est pas ça qui va nous détourner de notre devoir. C'est un devoir national. Peut-être le gouvernement qui a des grandes oreilles, qui a des grands yeux, a ses raisons que nous, on n'a pas. Il faut donc y aller avec pondération, il faut y aller avec responsabilité. Nous avons donc tenu à venir à ce dialogue qui, comme vous, nous considérons que c'est une voie de passage obligée pour notre pays.
Parce que nous ne pouvons pas être là en tant qu'Ivoiriens et puis rester là, nous regarder en scène de faïence. Le Front populaire ivoirien qui a salué les performances économiques réalisées depuis l'accession au pouvoir du président Ouattara a dit son engagement à aller à une décrispation effective de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire notre engagement aussi, vraiment aller à ce dialogue avec le gouvernement, avec vous et vos collaborateurs, pour qu'ensemble, nous nous mettions d'accord sur ce qui paraît essentiel pour la Côte d'Ivoire. Minimiser les charges émotionnelles du passé en vue de reconstruire l'avenir avec confiance, c'est l'espérance du chef du gouvernement. Il entend œuvrer à créer une réelle consolidation du dialogue et veiller à la réconciliation dans le pays. Nous avons le droit d'avoir nos divergences, de ne pas partager la même vision des événements et de la vie de notre nation. Il est aussi certain que dans un contexte post-crise comme le nôtre, la confiance ne peut pas se bâtir du jour au lendemain. Ceux qui hier ont été des protagonistes. Cela dit, mon point de vue est que la politique de la chaise vide est toujours préjudiciable à celui qui la pratique. Pour dire les choses simplement, on peut obtenir beaucoup en acceptant de se rencontrer et de se parler. Malgré la méfiance ou les a priori, nous devons accepter de nous parler, d'échanger, de discuter. C'est ainsi que l'on peut justement briser le mur de la défiance et asseoir durablement les bases de l'unité de la nation, de la cohésion sociale, de la paix et du développement. Au terme de la rencontre qui aura duré près de 2 heures d'horloge, le président du Front populaire ivoirien s'est prononcé au micro de la presse et s'est dit heureux de la franchise des discussions et de la bonne ambiance de celle-ci. Le Premier ministre a bien voulu accepter de mettre en place un groupe de travail, gouvernement Front populaire ivoirien, qui va travailler sur les différentes questions. Ce groupe de travail va être formalisé le lundi. On se donne quelques temps, en tout cas environ 10 jours, pour donner les premières conclusions. Et à partir de là, on avisera. Et c'est bien la première fois que l'ambiance est aussi détendue et qu'on est ouvert à parler de tous les problèmes. Donc nous repartons avec satisfaction parce que nous pensons que le gouvernement pourra prendre en compte nos préoccupations. En tout cas, nous échangerons et les fruits qui seront obtenus, vous les aurez par la suite. Le groupe de travail mis en place par le Premier ministre devrait livrer ses conclusions dans un mois. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rappelle à tous les fonctionnaires et agents de l'État et à toutes les organisations syndicales du secteur public les modalités de la grève dans les services publics définies par la loi. La grève doit être précédée d'une tentative de conciliation préalable entre les agents et l'administration. La tentative de conciliation est engagée d'abord avec le service, ensuite avec le ministère technique en liaison avec le ministère chargé de la fonction publique et en dernier ressort avec le chef du gouvernement. En cas d'échec des négociations, un préavis est déposé 6 jours ouvrables avant le déclenchement de la grève. Un service minimum doit être assuré en cas de grève dans les secteurs sensibles de l'administration dont la liste est établie par décret. Le non-respect du service minimum expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales. L'absence de service fait par suite de grève entraîne une réduction proportionnelle du salaire. Fait à Abidjan le 18 janvier 2013, signé le ministre Nyamien Konan. Anne-Marie Nguessin, bienvenue et merci de nous rejoindre. C'est aujourd'hui l'ouverture de la CAN. Anne-Marie, dites-nous, il y a combien de groupes? La CAN 2013 a 4 groupes composés de 4 pays. Donc nous avons 16 pays qui vont s'affronter pour cette CAN 2013. Et vous nous présentez le groupe A. Oui, aujourd'hui nous allons nous attarder sur le groupe A qui commence effectivement cette CAN. L'Afrique du Sud, donc après la Coupe du Monde 2010, se retrouve une nouvelle fois dans la peau du pays organisateur.
En plus donc du défi de l'organisation, l'Afrique du Sud aura à montrer du beau football devant son public pour donner bonne impression, surtout que leur seul et unique succès, les Bafana l'ont obtenu en Afrique du Sud et c'était en 1996. Donc tous les autres pays sont avertis. À commencer bien sûr par ceux du groupe A, c'est-à-dire le Cap-Vert, le Maroc et l'Angola. D'ailleurs, Cathy Touré nous en dit un peu plus sur ce groupe A. Le pays organisateur, l'Afrique du Sud, partage sa poule avec des équipes à sa portée. Abonné au rendez-vous continental depuis 2006, l'Angola n'a jamais pu accéder au carré d'as. Face au Zimbabwe en phase éliminatoire, c'est le but à l'extérieur qui sauve cette formation en partie composée de joueurs locaux. Les Palancas Negras ne devraient pas constituer un gros problème pour les Bafana. Le deuxième client, le Maroc, sera-t-il celui qui a séduit face au Mozambique en dernier match éliminatoire ou celui qui se contente de se qualifier depuis un certain moment? Toujours est-il que les Lions de l'Atlas auront la parole dans cette poule A. Parlons à présent du Cap-Vert qui vient certainement apprendre. Mais n'oublions pas l'épisode des Lions du Cameroun domptés par des crioulos déterminés à goûter aux délices de la prestigieuse compétition. Manque d'expérience certes, mais volonté et courage à considérer. Confirmation ou infirmation au match d'ouverture Afrique du Sud Cap-Vert le 19 janvier 2013 à Johannesburg. Anne-Marie Nguessin, il y a une équipe qui peut surprendre le Cap-Vert qui a éliminé le Cameroun. Oui, présenté comme le petit poussé de cette CAN 2013, le Cap-Vert ne vient pas du tout en victime résignée. Au contraire, le Cap-Vert avec un attaquant de charme, le petit prince, comme on l'appelle, Ryan Mendes, fera certainement parler de lui à cette CAN 2013. Découvrons ensemble cette équipe qui vient pour tout bousculer. La sélection nationale du Cap-Vert ne s'attendait certainement pas à un tel honneur pour leur première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les requins bleus ont été désignés pour disputer le match d'ouverture contre le pays hôte, les Bafana. Un honneur qu'ils comptent mettre à profit dans ce tournoi où le premier match est souvent déterminant pour la suite de la compétition. Avec une superficie de 4033 km² et une population de 523 500 habitants, le Cap-Vert est l'une des plus petites nations africaines. Dans la sous-région ouest-africaine, sa sélection, les requins bleus, a su poser ses jalons sans chercher à brûler les étapes. C'est donc à travers le tournoi amical Cabral que le Cap-Vert a fait ses gammes. Vainqueurs en 2000, les requins ont réalisé leur seconde bonne performance dans ce tournoi en 2007 en s'inclinant en finale devant le Mali par 2-1. Dans la liste des 23 requins à l'assaut du titre continental, peu de place a été faite aux joueurs locaux. Le technicien portugais Lucio Antunes a misé sur des joueurs expérimentés, à l'instar de Ryan Mendes, sociétaire de Lille dans le championnat de France de Ligue 1. Le Cap-Vert peut également compter sur sa défense, notamment son gardien de but, Josimar Diaz, alias Vezina. Âgé de 26 ans, le sociétaire de Pregrosso de Sambizanga en Angola est le monsieur 50% de l'équipe. Ces prouesses ont parfois écœuré les attaquants les plus redoutés du continent. Après le match d'ouverture qu'il livrera face au pays hôte le 19 janvier, le Cap-Vert affrontera ensuite le Maroc le 23 janvier avant de boucler son premier tour avec l'Angola le 27 janvier. Et s'il termine parmi les deux premiers, la surprise ne sera que plus grande. Voilà. L'objectif du Cap-Vert à cette CAN 2013 est de passer le premier tour, selon le coach Lucio Antunes. Et ça, les Cap-Verdiens résidant ici à Abidjan y croient fermement. À Abidjan, la communauté capverdienne est en pleine mobilisation. En effet, l'histoire des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour ce pays commence ce samedi 19 janvier 2013. L'apprentissage s'annonce difficile, mais les Cap-Verdiens entendent assumer pleinement leurs responsabilités. Le Cap-Verdien a l'habitude de gagner partout dans le monde.
parce que c'est un peuple qui sort. Un journaliste une fois a dit le nombre de Cap-Verdiens qu'il y avait à l'extérieur de la diaspora capverdienne, si tout le monde rentrait un jour dans l'île, ça allait s'effondrer. C'est-à-dire, on a l'habitude d'être des gagnants hors même de notre île. On est habitué. C'est vrai que nous sommes les nouveaux venus dans la compétition, mais tous les espoirs sont permis. Et nous, les Cap-Verdiens de Côte d'Ivoire, nous nous mobilisons pour soutenir notre équipe nationale. Et pour sa première sortie, le Cap-Vert va tenter de se mesurer à l'Afrique du Sud, un adversaire de haut niveau. Tout est possible en football. Tout est possible. On a bien créé la surprise pour être qualifié. Il se pourrait qu'on crée une autre surprise pour passer le premier tour. C'est notre souhait. Maintenant, si on n'y arrive pas, bon, ben écoutez, pour une première fois qu'on est là-bas, on va apprendre. Je pense qu'on peut créer la surprise parce qu'au Cap-Vert, on a pas mal de bonnes choses quand même. On a des merveilles qu'on peut exprimer et ça peut créer vraiment la surprise. C'est vrai qu'il est considéré comme un outsider, mais faisons très attention à ce pays, le Cap-Vert, car le Cameroun en sait quelque chose. La fête du football africain démarre donc tout à l'heure à partir de 14h sur RT1 avec la cérémonie d'ouverture. Suivront ensuite les deux matchs Afrique du